Aujourd'hui, nous allons parler de spéciation. Ah, c'est quoi la spéciation? Ça vous fait penser à quoi? Spécial, espèce, oui, espèce. En fait, lorsque l'on parle de spéciation, on parle d'espèce. Oui, mais spéciation, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire espèce? Bien non. La spéciation, alors quand on dit spécifique, on parle d'espèce aussi. Donc, spécifique, spéciation, espèce. Tout ça, ça se ressemble. Mais la spéciation, en fait, c'est l'apparition de nouvelles espèces selon différents mécanismes. Alors, ces mécanismes, entre guillemets, on devrait plutôt parler de paramètres. Donc, ce sont plutôt des paramètres particuliers qui vont faire en sorte que l'environnement et la génétique, des modifications au cours de l'évolution, en fait, vont faire que, à partir d'une espèce ancestrale, une deuxième, troisième, quatrième espèce va pouvoir s'infiltrer au fil de l'évolution. Bon. Des exemples de spéciation. Toute nouvelle espèce se forme à partir d'une espèce préexistante. Donc ça veut dire que là, on parle bien d'ancêtres communs. Alors c'est ce que l'on appelle la spéciation. Oui, mais quels sont les mécanismes qui font qu'on peut comprendre ce que signifie spéciation? Donc, quels sont les mécanismes à l'origine de la formation de nouvelles espèces? Autrement dit, on est bien là dans la spéciation. Alors, on va prendre trois exemples. L'exemple d'écureuil, l'exemple de chenille et l'exemple d'un oiseau que l'on appelle le pouillot. Et plus spécialement le pouillot verdâtre. Le nom latin Phylloscapus ou Phyloscopus, ce sera plutôt Phyloscopus trochiloides. On va voir, c'est un cas un petit peu particulier où on va parler concernant ce pouillot d'une spéciation en anneau. Alors on peut dire en rond également, spéciation annulaire. Et on va voir que c'est un petit peu particulier. Commençons par la spéciation qui va être associée à une séparation géographique, donc quelque chose d'ordre géologique va faire que, à partir d'un endroit initial, un endroit initial où il y a par exemple un écureuil, donc une population ancestrale, à partir de cet endroit initial, il va y avoir une séparation géologique entre guillemets de part et d'autre de cette espèce. Donc vous imaginez une espèce qui est là, le terrain il est là, et il y a une séparation qui se fait petit à petit, avec le temps. Donc, évidemment, on comprend bien qu'à partir d'une population ancestrale, une population d'origine, à mesure que les terrains vont s'éloigner les uns des autres, une partie de la population ancestrale va aller à gauche, et l'autre partie va aller à droite, et à mesure que les terrains s'éloignent, les écureuils qui sont à droite et à gauche vont changer tout doucement avec le temps. Génétiquement, ils vont se modifier. Et il va arriver un moment où les deux espèces, si elles se rencontraient, par exemple, ne seraient pas fécondables. Elles seraient stériles éventuellement si la fécondation est possible. Mais en tout cas, ça ne donnerait pas des individus viables. Or, lorsque l'on parle d'individus de la même espèce, ce sont des individus, entre autres, qui sont capables de se reproduire. Alors, on parle d'écureuil de kebab. Alors, rien à voir avec les repas, et de l'écureuil d'Abère. Et on parle ici du Grand Canyon, qui est une barrière naturelle entre les écureuils d'Abère et les écureuils de kebab. Donc, facile à se souvenir. Abère, on pense à Albert. Kebab, on pense au kebab, à la nourriture. Alors, une population peut se séparer en deux sous-populations, comme je vous ai dit, à partir d'une espèce initiale, espèce ancestrale. Deux sous-populations vont pouvoir se former, donc de part et d'autre d'une barrière, d'un endroit initial. Par exemple, si on considère le Grand Canyon, il y a donc deux grandes murailles, mais tout en bas, il y a de l'eau qui va couler. Donc, à partir de l'eau qui va couler, on peut très bien imaginer que de part et d'autre, il y a ces deux êtres vivants, donc ces deux sous-populations qui vont se former. Donc, une population peut être séparée en deux sous-populations lorsqu'une barrière géographique va se former. Alors, ce peut être une rivière ou ça peut être également une chaîne de montagnes, comme dans le cas du Grand Canyon.
Donc deux nouvelles populations ne se rencontrent plus et évoluent alors de manière indépendante et par sélection naturelle, on va dire, par sélection qui fait que la nature, selon ce qui se passe à droite et à gauche de part et d'autre de la rivière, donc au niveau des grandes murailles du canyon, selon les conditions, eh bien, il va y avoir une certaine adaptation géographique, entre guillemets, adaptation à l'environnement, qui va faire que, de fil en aiguille, eh bien, il va y avoir une certaine sélection génétique qui va faire que les êtres vivants, les deux nouvelles sous-populations, vont s'adapter au mieux. Donc là, on parle bien de sélection naturelle dans un environnement particulier, dans lesquels évoluent chacune des deux sous-espèces. Alors, on ne parle pas vraiment de sous-espèces, enfin peut-être que oui, on peut parler de sous-espèces, mais en tout cas on a une population initiale et on a deux sous-populations. Donc une population c'est quoi? C'est un ensemble d'êtres vivants qui vit à un endroit précis à un moment donné de leur vie. Bon, de l'histoire, de la biologie, entre guillemets. Bon, mais cette même population peut se séparer en deux groupes. Eh bien, ces deux groupes forment deux sous-populations, ce sont les mêmes individus, mais qui, de fil en aiguille, vont se séparer génétiquement, entre guillemets. Donc l'accumulation de différences au fil des générations fait que souvent, les individus des deux populations perdent leur capacité à se reproduire. Donc là, on est bien dans l'apparition de nouvelles espèces. Donc l'espèce ancestrale a alors bien donné naissance à deux nouvelles espèces, on va dire deux sous-espèces. Bon. Donc là, on parle bien de spéciation, parce que la spéciation, c'est bien l'apparition de nouvelles espèces. Donc, ça a été le cas, comme je vous en ai parlé, des écureuils de Kebab et des écureuils d'Aber. Les écureuils de Kebab qui se trouvent de part et d'autre, enfin les deux écureuils, donc d'Aber et de Kebab, se retrouvent de part et d'autre du Grand Canyon du Colorado aux États-Unis, évidemment. Et l'espèce ancestrale a été séparée en deux populations, comme on l'a déjà dit, par des falaises qui étaient infranchissables, évidemment. Donc là, on imagine que c'est sur des millions d'années que les choses se sont faites. Hein. Bon, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, donc deux nouvelles espèces sont apparues. Hein. On n'a pas le nom de la population initiale, hein, mais on a le nom des deux sous-populations, des deux sous-espèces en tout cas, c'est-à-dire l'écureuil de Kebab et l'écureuil d'Aber. Donc voilà pour le cas de la spéciation chez les écureuils. Maintenant, un autre cas très intéressant, c'est celui des chenilles. Donc, à partir d'une population initiale, on va voir que une autre population va pouvoir apparaître. Alors, dans ce cas-là, pas forcément deux populations. Ce n'est pas une population qui s'est séparée en deux pour donner en fait trois espèces différentes, comme dans le cas de l'écureuil. L'écureuil, c'était une population initiale, donc qui forme une espèce, alors, dont on a perdu la trace, hein, parce qu'en fait, elle a disparu complètement. Parce qu'on n'imagine pas qu'au milieu, entre les deux canyons, en fait, il y ait l'espèce initiale qui soit restée. Non, il y a de l'eau. C'est une rivière. Bon, il y a des poissons, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas la population initiale. Elle a disparu. Bon, donc l'ancêtre a disparu. Maintenant, ce qui est conservé, ce sont les deux sous-populations. Un peu comme une cellule œuf qui se divise en deux. On se dit, mais où est passée la cellule œuf? Elle n'existe plus. Eh bien, si, elle existe, mais sous forme de deux cellules, de deux nouvelles cellules. Donc chacune des deux nouvelles cellules possède globalement 50% de la cellule initiale. Puis ces deux nouvelles cellules vont se diviser à nouveau pour donner 4 cellules au total, c'est-à-dire on a un quart de la cellule initiale. Donc, voilà. Donc lorsque vous regardez eh bien vous avez des milliards et des milliards de cellules, eh bien vous êtes la xème partie de cette cellule œuf. Quoique on ne peut peut-être pas raisonner comme ça parce que les cellules se renouvellent, etc. Bon, on ne va pas en parler. Alors, la chenille processionnaire du pin est un insecte qui va vivre en colonie et qui va passer une grande partie de l'année
sous une forme larvaire que l'on appelle la chenille évidemment, et une autre partie plus petite de l'année, enfin plus courte en tout cas, sous forme d'adulte. Donc durant tout l'hiver, les chenilles vont s'abriter dans un espèce de cocon qui sera accroché, alors par exemple aux arbres, hein, ça peut être au mur également, mais comme ce sont des chenilles qui aiment les aiguilles de pin, elles vont plutôt trouver un endroit où passer leur temps dans un cocon au niveau d'un arbre. Donc durant tout l'hiver, les chenilles vont s'abriter dans un espèce de cocon qui sera accroché aux arbres, et à la fin de l'hiver, les chenilles vont quitter en procession les cocons pour aller s'enterrer dans un nid et s'y métamorphoser évidemment en papillons. Les papillons adultes alors vont émerger du nid au début de l'été et vont pondre leurs œufs à la fin de l'été et puis vont mourir. Bon, très intéressant de mourir suite à la ponte des œufs. Alors, donc on prend une espèce, par exemple, si on regarde le cycle de développement des deux sous-populations de chenilles processionnaires du pin, eh bien on s'aperçoit que concernant cette forme larvaire de chenille, donc elle va du mois d'octobre à peu près jusqu'au mois de juin-juillet. Et la forme adulte apparaît en juin-juillet pour disparaître septembre-octobre, donc après avoir pondu. Donc là on voit que la chenille, si on résume, si on récapitule, elle existe d'octobre à juin-juillet à peu près. Eh bien, on a découvert dans une pinède du Portugal une population particulière de chenilles processionnaires du pin. Et pourquoi particulier? Eh bien, parce que le cycle est totalement décalé par rapport au cycle des chenilles processionnaires, on va dire traditionnelles. Bon. En effet, on s'aperçoit que dans cette pinède, donc, il y a des chenilles qui ont un cycle décalé, de telle sorte que les chenilles apparaissent en juin-juillet, entre les deux à peu près, pour disparaître, enfin pour se transformer en papillon au mois de mars à peu près. Donc on voit bien que la forme chenille, c'est juin-juillet jusqu'au mois de mars. Et la forme adulte va apparaître alors au mois de mars-avril pour disparaître en juin-juillet. Donc là on voit bien que précédemment, l'état adulte, enfin la phase adulte se faisait de juillet à octobre, on va dire, début octobre, et là on est plutôt de mars à juin. Donc juillet, octobre, mars, juin, les adultes apparaissent de part et d'autre, mais ne peuvent pas se rencontrer, puisque le cycle de vie est décalé. Donc là, il y a une divergence, et les adultes de cette population, au cycle modifié, ne rencontrent plus les adultes, évidemment, de la population classique, et des études génétiques ont montré une très forte divergence génétique entre les deux populations, et si ce phénomène continue à se produire, enfin, si les cycles continuent à être décalés de la sorte, eh bien donc il va y avoir l'apparition d'une nouvelle espèce, si bien que l'espèce traditionnelle initiale ne va plus pouvoir se reproduire avec l'espèce qui dérive de cette population initiale, et on parle bien là de spéciation, mais la spéciation est un petit peu différente de ce que l'on a vu dans le cas des écureuils. Alors, troisième cas intéressant, c'est celui du pouillot verdâtre. Donc il s'agit d'une spéciation qui va être associée à des modifications de la communication. En effet, mis à part les modifications génétiques dont nous allons parler un petit peu, il y a des modifications du chant des oiseaux qui vont intervenir de telle sorte qu'il arrive un moment où deux populations qui vont dériver ne vont plus se reconnaître. Alors, les événements de spéciation résultent d'un isolement reproducteur que l'on dit en anneaux. Ça veut dire qu'on a globalement une barrière géologique, et à partir d'une population initiale, eh bien, des
oiseaux vont migrer tout doucement et avec le temps, évidemment. Il faut imaginer que ça se passe sur des millénaires, voire un petit peu plus. Bon. Mais les oiseaux vont dériver, ils vont, à partir d'une population initiale, deux sous-populations vont aller à droite et à gauche, un peu comme dans le cas de l'écureuil, sauf que là il s'agit des pouilleaux verdâtres, et qu'on parle de population de divergence en anneaux. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un endroit, il va y avoir une migration de forme circulaire. Ça veut dire que des populations vont aller à droite et à gauche, et puis vont se transformer petit à petit, génétiquement. Les champs vont se modifier un petit peu, et si bien que par rapport à la population initiale, les deux sous-populations qui ne sont pas très éloignées vont pouvoir se reproduire encore. Si par exemple il y avait des contacts, si par exemple des oiseaux revenaient un petit peu en arrière ou se mélangeaient un petit peu, eh bien là l'accouplement est possible, donc on considère l'accouplement est possible et donne une descendance viable, donc et stérile et fertile, pardon. Et à ce moment-là, on peut considérer que c'est la même espèce, même s'il y a des variations génétiques mineures entre guillemets et des champs qui sont un peu différents. Oui, mais si l'évolution donc le géographique par rapport à un lieu de départ se poursuit de part et d'autre de cette chose géologique au niveau de laquelle les oiseaux ne peuvent pas aller, donc ils contournent en quelque sorte, il va arriver un moment à force de contourner et deux sous-populations mais complètement différentes les unes des autres vont entrer en contact l'une avec l'autre. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec deux populations qui sont génétiquement différentes, les couleurs peuvent être variables plus ou moins, et les champs surtout seront devenus si différents que les deux espèces ne peuvent plus se rencontrer, enfin elles peuvent se rencontrer, mais ne peuvent plus s'accoupler. Elles ne se reconnaissent pas. Bon. Donc la guerre des territoires existe plus ou moins, mais les espèces, vu que leur champ sera modifié, eh bien, ne vont pas se reconnaître. Donc la communication entre les mâles et les femelles est déterminante pour la reproduction, évidemment. Ainsi, les modifications de cette communication, par exemple une modification du message ou des difficultés dans la réception de ce message, peuvent être à l'origine d'une spéciation, donc l'apparition de deux nouvelles espèces de pouilleaux verdâtres à partir d'une espèce initiale, l'espèce initiale étant le pouilleau verdâtre Phylloscopus trachyloides. Bon, donc l'exemple bien connu des scientifiques est bien celui de ce pouilleau verdâtre. Je répète que les pouilleaux verdâtres se trouvaient à l'origine au sud, alors j'avais pas dit les noms, mais au sud de l'Himalaya. Ils se sont répandus vers l'est et vers l'ouest, autour de la chaîne de montagnes, et ont ensuite migré vers le nord avant de se rencontrer au niveau d'une nouvelle zone de contact. Bon. Voilà. Dans cette zone de rencontre, eh bien, les pouilleaux de l'ouest et ceux de l'est présentaient des champs nuptiaux et des plumages si différents qu'ils ne pouvaient plus s'accoupler et ils se comportaient comme deux espèces tout à fait différentes. Donc voilà, je répète qu'au niveau de l'Himalaya, au niveau du plateau tibétain qui était infranchissable, eh bien, il y avait une espèce ancestrale qui a migré vers l'est et le nord pour former des populations plus ou moins interfécondes. Pareil de l'autre côté, donc migration vers l'ouest et le nord, les populations étaient relativement interfécondes par rapport à la population initiale, mais arrivé de l'autre côté, en fait, les deux populations ont cohabité mais n'étaient plus interfécondes. Donc on a bien là un cas de spéciation que l'on dit en anneaux. En fait, ça s'est fait parce que l'évolution s'est faite autour de quelque chose, d'une structure géologique qui était infranchissable. Eh bien, on a bien un cas de spéciation un petit peu particulier. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans le cas des écureuils, sauf que dans le cas des écureuils, il y avait un endroit et séparation, voilà, en deux grandes structures, deux grandes murailles au niveau du canyon, avec tout en bas une rivière, alors que là, c'est une population initiale et on tourne, enfin, ces deux sous-populations, enfin, à partir d'une population initiale, les deux sous-populations vont migrer
donc vers l'ouest et vers l'est, puis continuer à migrer, etc., jusqu'à arriver à un point de rencontre où là, on avait affaire à deux populations complètement différentes. Voilà. Alors, activité très intéressante que je vous conseille, c'est de charger Audacity, qui est un logiciel qui permet d'étudier les sons des oiseaux, de faire un petit peu de recherche sur Internet et de faire cette activité pratique concernant les chants des pouillons mâles. Vous allez voir qu'ils sont constitués de séquences sonores qui se répètent et que vous allez pouvoir mettre en évidence sous forme de sonogrammes. Donc on peut comparer, vous allez pouvoir comparer avec ce logiciel Audacity, donc les sonogrammes du chant des pouillons mâles de différentes populations. Vous allez trouver facilement sur Internet. Vous allez pouvoir afficher les enregistrements sonores, les transformer très facilement en sonogrammes, donc en sonagramme, sono ou sonagramme, c'est pareil, qui correspond à une fréquence en fonction du temps. Et vous allez pouvoir déterminer la structure de chaque chant en isolant le motif qui va se répéter. Vous allez pouvoir comparer les chants de façon à mettre en évidence les modifications, sachant que chaque chant, vous allez pouvoir le mettre sur une même séquence, enfin sur une même page, au même endroit, et vous allez pouvoir faire des comparaisons. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et vous pouvez même, si vous voulez, aller vous amuser à aller dans la forêt, vous enregistrez les chants des oiseaux, et vous pouvez les comparer. Par exemple, vous pouvez prendre une espèce, deux oiseaux différents, admettons, et puis vous enregistrez leur son, vous mettez les sonogrammes, et puis vous comparez, vous vous amusez à comparer comme ça. C'est une activité très intéressante. Bon voilà, spéciation, on a pris 3 exemples de spéciation avec les écureuils, les chenilles processionnaires du pin et le pouillot verdâtre. On a bien montré des exemples de mécanismes qui sont à l'origine de la formation de nouvelles espèces. Alors il en existe d'autres, mais globalement on peut dire que c'est l'environnement qui va jouer. L'environnement et la géographie, puis le côté génétique également qui va faire en sorte que, à partir d'une espèce initiale, au cours de l'évolution, d'autres espèces apparaissent. Des espèces apparaissent, des espèces disparaissent, des espèces restent. Bon, mais voilà, les choses sont ainsi. La spéciation, on a bien compris. Le cours est terminé. Merci.